Alors j'espère que vous m'entendez. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre présence, pour cette conférence que je vais avoir le plaisir d'animer. Donc je suis Sandrine Raffin. Je suis la présidente et la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle la Link Up Factory et qui accompagne les entreprises pour les aider à définir leur engagement dans le domaine de la RSE, mais également dans le domaine de la RSM, responsabilité sociétale des marques, et les changements de comportement. Donc cette conférence aujourd'hui, elle est un peu, et typiquement en fin de journée de cette première journée, elle est importante parce que dans un salon comme ProDurable, si on parle d'engagement d'entreprise, d'engagement de marque, on se doit aussi d'aller jusqu'au bout de la chaîne. Et jusqu'au bout de la chaîne, c'est de parler aussi d'une régie publicitaire, d'un grand média, donc le groupe M6, qui va pouvoir se faire l'écho à la fois de démarches d'engagement, mais aussi prendre en compte et surtout se questionner, et puis plus que se questionner, parce qu'on va voir que le groupe M6 est engagé déjà sur plusieurs fronts, pour justement contribuer aussi au travers de sa stratégie éditoriale, au travers aussi de son organisation, à participer, à contribuer aux efforts à faire pour être dans un engagement plus durable, à la fois pour eux en tant qu'entreprise, mais aussi impacter l'économie, la société, et également prendre en compte les aspects sociaux auprès des équipes qui travaillent chez M6. Alors, ce qui est important, et c'est pour ça que vous voyez les deux logos, Link Up Factory et M6, donc nous collaborons depuis plus de 4 ans avec M6, notamment au travers du Grand Prix de la RSM, le Grand Prix de la responsabilité sociétale des marques, va avoir sa 3e édition présidée par le président du CESE ce soir, et l'idée de récompenser des entreprises qui sont engagées au travers de leur marque, qui est un peu aussi une nouvelle frontière dont on va pouvoir parler justement lors de cette conférence. Et justement, pour en parler, puisque donc ça c'est ce partenariat et cette volonté d'ailleurs d'aller plus loin avec M6 pour essayer de voir quels sont les formats qui sont des écrins qui peuvent accueillir les marques qui veulent s'exprimer et mieux communiquer sur leur engagement, toujours avec une forme de crainte parfois chez les marques de montrer comment elles sont engagées. Donc comment, et c'est un peu ce qu'on va voir cet après-midi, comment on va pouvoir, avec des équipes professionnelles, en étant également sur la communication et une plateforme finalement que le groupe propose extrêmement variée, construire, co-construire, valoriser un engagement et le faire connaître auprès du grand public. Alors pour ce faire, cet après-midi, j'accueille donc Roxane Soubieux, qui est responsable RSE de L'Oréal Paris, qui est à l'autre bout de la table là-bas. Voilà. Également Marion de Rieder-Blondel, qui est, elle, directrice marketing et communication chez Engie, et qui va témoigner toutes les deux avec leurs interlocuteurs chez M6, vont nous parler des actions qu'elles ont menées très intéressantes et qui sont encore en cours pour certaines. Et puis Jérémy Vallée, juste à côté de moi, qui est directeur de M6 Unlimited, et également Julien Smadja, qui est directrice générale adjoint en charge des activités liées aux antennes télé du groupe M6. Voilà. Alors, M6 Unlimited, pour arriver à comprendre, parce que moi-même, quand j'ai commencé à collaborer avec vous, n'étant pas du monde des médias, c'est une entité qui permet de s'occuper d'opérations sur mesure et avec une façon un peu transverse, permettant justement de travailler, et on va le voir plutôt par des exemples concrets, avec un studio de création intégré, avec l'ensemble des potentiels que peuvent offrir les marques du groupe, et notamment pour orchestrer des opérations spéciales. Alors, donc, dans un premier temps, et avant de regarder comment le groupe est engagé concrètement à l'interne sur ses propres impacts, peut-être ce qui est intéressant, c'est de regarder comment, sur une opération telle que celle qui a été menée avec Engie, notamment donc, avec Marion Blondel, vous allez nous dire justement cette opération que vous avez créée pour justement agir, et notamment pour une économie neutre en carbone, qui est un engagement global que vous avez. Pourquoi et comment s'est inscrite cette opération spéciale avec M6 ? Alors cette opération, elle est dans le cadre de la volonté qu'on avait de faire connaître un programme qu'on a lancé qui s'appelle Mon Programme pour Agir et qui vise à accompagner nos clients dans le fait de consommer moins et mieux.
c'est un peu antinomique avec le travail qu'on peut faire quand on fait du marketing et qu'on a envie d'avoir plus de clients et de dire venez chez nous parce que chez nous on va vous faire dépenser moins. Mais c'est vraiment la stratégie dans laquelle est engagé le groupe. Donc ce que vous disiez autour d'une stratégie neutre en carbone. Et donc l'objet qu'on a, c'est à travers cette politique d'être préféré aux autres acteurs du marché. Donc on a monté ce programme qui est un programme très ambitieux ouvert à tous nos clients et qui leur permet par un certain nombre d'actions de gagner ce qui s'appelle des kilo-actes qui vont derrière pouvoir dépenser ou utiliser dans d'autres actions vertueuses pour l'environnement. Et donc on essaye de les amener à travers ça dans un cercle vertueux de déconsommation énergétique. Et ce programme, il était vraiment innovant pour un énergéticien notamment, et on avait cette volonté de le faire connaître de manière un peu différente. Et donc avec M6, qui est un de nos partenaires historiques pour la marque, et bien on a eu l'occasion de discuter de ce sujet et de se voir proposer une manière différente de communiquer sur un programme différent de ce qu'on fait d'habitude. Alors justement, c'est quoi cette différence? Puisque donc là, c'est pas juste de l'achat d'espace, de la présence sur les espaces publicitaires, mais c'est vraiment une co-construction. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu justement, avant d'avoir le point de vue aussi de Jérémy, mais pour l'instant, pourquoi et quel a été un peu le dispositif différent que vous avez pu mener avec M6? Alors, ce dispositif, il est de créer des outils qui sont un peu différents de nos copies habituelles et de les créer en utilisant des personnalités très fortes et très aimées de la chaîne. C'est vrai que c'est aussi un enjeu qu'on a. Nous, on est des marques qui ne sont pas des marques, malheureusement, contrairement à L'Oréal, qui génèrent énormément d'affect. Et donc, c'est difficile pour nous d'amener les clients à vraiment s'intéresser à ce qu'on leur raconte. On a des taux d'attribution qui, globalement, sont assez faibles quand on communique de manière générale sur le média. Et donc c'est vrai que l'idée d'utiliser des personnages clés de la chaîne et de les mettre en situation, c'est un élément qui nous a vraiment intéressés pour augmenter cet affect et puis l'attribution. Alors justement, Jérémy, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur, et avant de revenir sur l'opération, sur ce que ça a voulu dire pour vous par rapport à ce type de brief, comment a été votre réflexion? Et finalement, pour avoir cette attribution, qu'est-ce que vous avez proposé concrètement? En fait, premier point, c'est qu'on prend toutes les opérations telles qu'elles arrivent. On travaille en sur-mesure, vous l'avez précisé tout à l'heure, en opération spéciale. Et déjà, c'est un plaisir de recevoir ce genre de brief, puisque généralement, il suscite l'engagement des équipes. Et déjà, c'est un bon point. On travaille en brainstorm, on part d'un point de départ, on a un brief de ce type-là, on voit tout de suite l'histoire que l'on peut raconter. Et on voit surtout l'engagement que l'on peut recevoir de la part de nos actifs. Ce qu'on va appeler actifs chez M6, c'est nos chaînes de télé, c'est les radios, c'est nos journalistes, c'est nos animateurs, c'est les licences et les marques et les programmes avec lesquels on travaille, c'est le digital. Tous ces actifs-là, quand on leur propose un projet comme celui-ci, on a énormément d'idées qui fleurissent et on a des animateurs, pour ne citer que les animateurs, puisque c'est la piste qu'on a retenue dans le cadre de cette opération, qui s'engagent et qui ont envie de prêter concours à l'opération. Donc aujourd'hui, quand on reçoit un brief comme celui-ci, disons qu'on a l'embarras des choix dans les stratégies qu'on va mettre en place, les actifs que l'on va retenir, et le tout dans une énergie quand même, somme toute, assez positive, puisqu'on est en train de faire passer des messages qui sont extrêmement positifs. Alors justement, ça c'était un peu une volonté, et je reviens juste 2 minutes du côté d'Engie, d'avoir des messages positifs, l'approche pour engager, et ensuite on a ce relais et toute la créativité que vous avez pu apporter, mais c'est résolument, moi qui m'intéresse beaucoup au changement de comportement, donc c'est d'être sur du concret et du positif, du valorisant en fait. C'est ça, d'être à la fois sur, finalement pour engager, c'est aussi d'être sur du pas très engageant finalement, c'est de demander aux clients de pouvoir faire des choses assez simples, assez proche d'eux, et puis que ce soit, et c'est un des sujets sur lesquels ça a très très bien marché, c'est qu'en fait on ne soit pas du tout moralisateur dans l'approche qu'on donne. Je pense qu'il y a beaucoup de messages qui sont envoyés, qui sont des messages qui sont plutôt négatifs. On sait que le sujet il est sérieux, on sait qu'il est clé, néanmoins on est dans des périodes où les gens, et notamment, on a fait tout ça et on a diffusé in Covid, quoi. Donc c'était un des sujets, c'est que il fallait que tout ce qu'on faisait soit suffisamment engageant, plaisant, positif pour donner aux gens envie de venir avec nous et pas leur dire attention c'est pas bien et si tu fais ça sera mal, quoi. Donc c'est aussi une des choses qu'on pouvait faire avec des personnages extrêmement positifs comme Norbert ou Julien, et ça engage. Alors justement, comment vous en êtes venu, Jérémy, à travailler avec Norbert ou Julia, et comment tout ça s'est finalement concrétisé? Je crois qu'il y a aussi une sorte de fil rouge aussi que vous avez proposé sur
des super pouvoirs. Oui, en fait, c'est très simple. Vous allez voir un principe de copie, mais l'idée, c'était de se dire qu'on avait besoin d'une campagne qui était performante, qui retenait l'attention. On s'est appuyé sur des animateurs que l'on a sondés. On a retenu les animateurs qui étaient les plus engagés et qui avaient envie, au-delà d'une campagne de télé, de pouvoir porter le message aussi au quotidien. Et si vous croisez dans la vie Norbert ou Julia Vignali, ils vous parleront de cette opération qui les a marqués. C'est des contenus, donc des copies télé qui sont diffusées à grande audience sur les chaînes du groupe M6, mais également des copies digitales qui étaient disponibles sur les réseaux sociaux et sur Sisplay. Et l'idée, c'est tout simple, c'est de faire passer nos animateurs pour des véritables héros, en tout cas reprendre tous les codes des super-héros dans le cadre d'une copie, ou alors au final, ils faisaient quelque chose de somme toute assez simple, changer une ampoule, reboucher une casserole, simplement pour faire passer le message qu'on est tous des héros du quotidien et qu'on peut tous se faire passer pour des super-héros en faisant des choses somme toute assez simples. Pendant le Covid, c'était particulièrement intéressant de copier tout ça. Les gens étaient chez eux, ils avaient le temps de pouvoir changer leurs ampoules, ils faisaient beaucoup de cuisine, ils avaient le temps de reboucher leurs casseroles, c'était parfaitement adapté. Et ils ont beaucoup regardé la télé aussi. Et ils ont beaucoup regardé la télé, évidemment. Et peut-être un tout petit sujet que je n'ai pas précisé, c'est que c'était aussi totalement cohérent avec la copie pub qu'on a sortie, qui montrait justement le fait que c'était pas toujours facile de savoir ce qu'il fallait faire pour l'environnement, et que du coup, avec ce programme, on les y aidait. Et ça met en scène un acteur qui est présenté en super-héros du quotidien. Donc c'est vrai que cette cohérence entre les différents éléments mis en œuvre dans la stratégie de communication était très pertinente. Voilà, donc c'est intéressant parce que c'est aussi une stratégie d'influence. Peut-être avant de parler un peu résultats, intérêt du public, on va regarder un extrait. Changer une ampoule, jusqu'ici, tout le monde maîtrise, non? Mais moi, j'ai un réflexe, c'est changer toutes mes ampoules pour des basses consommations. Un petit pas pour moi, mais un grand pas pour la planète et surtout pour le porte-monnaie. Et toi, c'est quoi ton super pouvoir? Voilà, alors je crois qu'il y a différents messages et on peut les trouver sur la plateforme, d'ailleurs, en cherchant sur Internet, ce que j'ai fait pour comprendre justement les différentes variantes. Alors, quels résultats avez-vous enregistrés pour cette campagne? La question est un peu posée à tous les deux. Comment ça a été accueilli? On a compris que dans l'écosystème M6, il y a eu beaucoup d'enthousiasme et d'envie de participer à ce projet. Est-ce que les résultats dans l'intérêt du public, ça a été mesuré et où en êtes-vous en fait? Donc peut-être dans un premier temps, Jérémy. Pardon. Alors, nous, de notre côté, en l'occurrence, c'est une campagne télé. Donc, sur les indices télé, c'est des campagnes d'audience classiques. Donc, en l'occurrence, on n'a pas vraiment d'indicateurs à aller chercher de ce niveau-là. En revanche, cette campagne a également été reprise sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, vous savez comment ça marche. On regarde comment les gens réagissent, on regarde si ça like, si ça dislike. Et surtout, on regarde le contenu des commentaires qui étaient dans l'ensemble tous très positifs et qui nous ont encouragés à nous dire qu'on avait fait le bon choix, qu'on avait adopté la bonne stratégie. Accessoirement, ces contenus étaient également disponibles sur Sisplay. Sisplay, c'est également des indicateurs sur lesquels on peut repérer des trends, puisque c'est des contenus qui sont sélectionnés par les audiences. On ne subit pas le contenu, on va le chercher. Et on avait également de très très bons scores de reprise sur la chaîne de marque qui était mise en place sur Sisplay. Mais je vais peut-être laisser NG. Oui, parce qu'on a tout post-testé, comme on le fait sur l'ensemble des éléments de communication qu'on sort. Et en fait, déjà, dans les éléments de score prouvé, c'est-à-dire quand les gens nous disaient qu'ils reconnaissaient cette pub et qu'ils nous l'attribuaient, on a directement Norbert Tarare qui apparaît vraiment en très spécifique. Donc ça, c'est un point, je pense que vraiment sa notoriété et sa bonhomie ont fait le sujet. Et puis derrière, dans toutes les raisons d'attribution, en fait, les héros de M6 sont cités aussi. Et ça fait partie des raisons d'attribution. Donc c'est à la fois un élément où on communique pour le bien, mais c'est très efficace en termes de communication et puis de score, de notoriété prouvée. Sur toutes les attributions aussi, c'est très bon. Donc l'ensemble des résultats sont excellents sur le sujet. Et avec des récompenses un peu particulières, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a un système de points, ou c'est quelque chose qui n'a pas été activé dans le cadre de la campagne? Alors ça, on ne l'a pas spécifiquement utilisé dans le cadre de la campagne. Ça, c'est ce que tous les clients dont les clients peuvent bénéficier. Donc n'hésitez pas à venir sur votre espace client sur particulier.nj.fr. Vous verrez mon programme pour agir. Et en fait, vous avez la possibilité, quand vous menez un certain nombre d'actions, quand vous répondez à des quiz, quand vous changez votre chaudière ou quand vous changez votre régulateur de chauffage,
de pouvoir gagner des points que vous pourrez utiliser pour reforester, par exemple. J'ai vu que Reforest Action était ici et on a un partenariat avec eux là-dessus, ou pour vous procurer un certain nombre de bénéfices sur des plateformes qui toutes sont extrêmement vertueuses. On a vraiment fait attention à tous les partenaires qu'on sélectionnait dans le cadre de ce programme. D'accord. Donc la consommation intelligente qui amène justement les consommateurs à être sans doute plus attentionnés sur leur façon de consommer. Oui, puis à faire attention. Et c'est vrai qu'en fait, il y a tellement de messages qui sont diffusés que pour vous tous qui êtes ici, c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc peut-être que ça peut vous paraître simple, mais en fait, il faut voir, quand on s'adresse à 100% de la population française, que c'est des sujets qui restent très complexes, en fait, et donc sur lesquels nos clients ont vraiment besoin d'être aidés, d'être aiguillés, et encore une fois, d'une manière la moins donneuse de leçons possible, parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment d'engager maintenant. Merci Marion. On va passer à un autre sujet très complexe, donc chez L'Oréal Paris, avec une action qui s'appelle Tous concernés, agissons ensemble contre le harcèlement de rue. Donc un programme qui a été aussi pensé au-delà d'M6, mais dans le cadre de l'engagement plus global de L'Oréal Paris. Alors comment est née cette initiative, Roxane ? Alors, Stand Up, c'est un programme qui est né en fait il y a 2 ans dans la tête des équipes, et tout est parti d'une étude qu'on a menée avec Ipsos donc en 2018 et qui avait pour vocation de comprendre dans 8 pays et auprès de 15 000 femmes quels étaient les problèmes qui entravaient le plus ces femmes dans leur liberté au quotidien. Et c'est le sujet du harcèlement de rue qui a été en fait cité majoritairement par les femmes dans tous ces pays. Et en France, par exemple, plus spécifiquement, c'est 81% des femmes qui ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans l'espace public. Et ce qu'a démontré aussi cette étude, c'est que seulement 20% de ces femmes ont été aidées par un témoin lorsqu'il y avait en fait des témoins dans la scène. Donc, ce que ça a prouvé, c'est qu'en fait, le harcèlement de rue, c'est quelque chose, au final, de très commun, et pour autant, dont on parle assez peu, et que les personnes, en fait, ne savent pas réagir ou ne savent pas forcément identifier les situations de harcèlement. Et donc, cette étude nous a amené à travailler pendant 2 ans avant de lancer le programme au niveau international, donc Stand Up, cette année. Et ce programme, donc Stand Up, a pour vocation à la fois de sensibiliser le grand public à la question du harcèlement de rue, mais aussi concrètement de former les personnes à intervenir lorsqu'ils sont témoins de ces situations-là, par le biais d'une méthode qui s'appelle la méthode des 5D, qui est une méthode simple et efficace et assez rapide et facile à comprendre, qui a été en fait créée par une ONG américaine avec qui on a travaillé sur le projet, qui s'appelle Olabac. Et on a développé du coup cette formation, parce que c'est un programme de formation avant tout, qui est disponible en France par 2 moyens. On a un site web qui permet en fait à tout un chacun d'aller se former en ligne, et on fait également des formations sur le terrain grâce à des expertes de la Fondation des femmes qui donnent cette formation en 1 heure. Et c'est une formation du coup qui existe depuis le début d'année et qu'on va perdurer en fait pendant plusieurs années. Oui, donc là vous allez voir des choses, mais je vous invite vraiment à aller sur la plateforme. Je n'avais pas vu le programme, mais c'est extrêmement intéressant. Alors pour la marque L'Oréal Paris, s'engager sur ce programme, ça a été perçu par les consommatrices et en termes de création de valeur, parce que ce type d'engagement pour Engie, on voit bien aussi la façon dont c'est attendu aussi de la part des consommateurs qu'on les aide, même s'ils ne l'expriment pas, mais à se retrouver engagés dans leur consommation d'énergie. Là, pour la marque L'Oréal Paris, quelle a été la motivation plutôt côté marketing ? Alors c'est vrai que pour la marque L'Oréal Paris, ce qui a été très important avant de se lancer sur ce terrain-là, ça a été de travailler. Donc c'est vraiment 2 années de travail avant de lancer le projet auprès du grand public. Et évidemment, on a interrogé à la fois les ONG, les associations partenaires, pour savoir quelle était la meilleure façon de faire les choses et quelle était la démarche à adopter. Et en même temps, nos consommatrices, pour savoir si effectivement elles nous attendaient sur ce terrain, ou en tout cas si ça leur semblait pertinent pour une marque comme L'Oréal Paris de travailler sur ce sujet. Et la première chose qu'on a identifiée déjà, c'est qu'en fait, nos consommatrices, elles nous disent oui, il faut y aller parce que en tant que marque, et surtout une marque comme L'Oréal Paris, on a une puissance médiatique qui permet de faire passer des messages. Donc ça, c'était déjà un point qui était hyper important. Et puis la deuxième chose, c'est que comme il s'agit d'un problème concret et qui concerne la très grande majorité des femmes, elles attendaient aussi une action de ce côté-là.
Et ce travail auprès de nos consommatrices et des ONG, ça nous a permis d'identifier en fait les clés qui étaient très importantes pour la crédibilité du programme. Et en fait, nous, on a toujours eu 2 règles qui étaient très importantes dans toute la poursuite du projet. C'était d'abord d'adopter une posture d'humilité dans la façon dont on traitait le sujet. Donc évidemment, de ne pas associer la cause à, par exemple, des communications trop commerciales. Et le deuxième point, c'était d'apporter une solution qui soit concrète, de ne pas être juste un financeur d'une association, mais de porter le projet, de nous investir dans des actions qui soient mesurables à la fin. Donc c'était vraiment les 2 règles. Et c'est vrai que depuis le lancement qu'on a eu en mars dernier avec la grosse campagne avec M6, on a pu mesurer, nous aussi, du coup, avec des études post-test, l'impact sur l'image de marque. Et c'est très positif sur des items qui sont importants pour une marque comme L'Oréal Paris, qui sont l'opinion favorable vis-à-vis de la marque, la confiance aussi dans la marque et la fierté d'utiliser les produits. Donc on est forcément ravis. Et puis c'est un sujet qui va perdurer sur plusieurs années. Donc on pourra évidemment mesurer ça sur le long terme. Puis ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que ça nous permet de repenser complètement la façon dont on travaille avec toutes les parties prenantes et pas seulement avec nos consommateurs. Donc que ce soit par exemple en interne avec les collaborateurs, mais aussi avec nos fournisseurs, nos distributeurs, parce que ça fait naître de beaux projets autour de valeurs communes et qui sont des façons vraiment différentes de traiter nos relations avec toutes ces parties prenantes. Et il me semble déjà que L'Oréal Paris, si je regarde votre titre, responsable RSE de L'Oréal Paris, donc a créé ce poste il y a combien de temps ? Tout à fait. C'était en novembre dernier, donc presque 1 an. Et effectivement, ça montre aussi la démarche d'avoir pas seulement des initiatives qui soient au niveau corporate, mais dans les marques, puisque L'Oréal Paris est une marque du groupe L'Oréal, mais il y en a d'autres des marques, et c'est quelque chose qui montre en fait la démarche long-termiste, on va dire, de ces engagements. Alors, je vais me tourner un peu vers Jérémy. Donc là, vous êtes engagé aussi sur ce sujet, quand même assez délicat, même enthousiasme, parce que c'est un sujet d'engagement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur comment les équipes ont reçu tout ça et comment vous avez pu aboutir aussi à la concrétisation du projet ? On va voir un peu. Vous avez raison, même engagement, super brief, hyper intéressant, beaucoup d'engagement en interne, beaucoup de gens qui voulaient participer, et pas que des filles, des hommes. C'est un sujet qu'on a pris bonheur à travailler. Alors, il n'est pas totalement compatible pro-durable, comme vous pouvez l'imaginer. En revanche, on était très intéressés au fait de vous le montrer, parce que c'est une initiative qui est extrêmement engageante, et en l'occurrence sur la responsabilité sociétale. Donc c'est par hasard si c'est Roxane RSE qui gère ce genre de sujet. Et on avait envie de vous le montrer parce que pour le coup on était sur un axe différent d'Engie. Sur Engie on était sur de la grosse puissance et du film et de la très belle copie. Là on était dans un axe un peu plus différent qui était plus un axe éditorial où on est parti gratter les équipes journalistiques, on est parti gratter un axe plus éditorial et on est rentré dans le détail, mais aussi parce qu'on avait énormément de matière qui a été exposée par Roxane justement pour rentrer dans le détail et pour rentrer dans de la pédagogie, faire des formats courts, puisque c'était des formats d'1 minute façon éditoriale, mais qui servaient aussi de teaser pour que derrière les gens puissent aller chercher l'entièreté de l'information sur le digital. On peut voir un exemple. Eh ben, on peut regarder un exemple, bien sûr. Donc ça, c'est ce chiffre impressionnant. 81% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics. Je devais avoir 16 ou 17 ans, 3 garçons m'ont arrêté dans la rue et m'ont dit « T'as pas un 06 ?» J'ai dit « Bah non, je donne pas mon numéro de téléphone » et ils m'ont répondu « Connasse ». J'étais jeune, j'ai pas osé réagir, j'ai baissé la tête et je suis partie. Les victimes sont très fortes pour se culpabiliser après coup. Mais attends, j'étais en jupe, je me suis faite belle, est-ce que finalement je l'ai pas un peu cherché ? Ça me semble très important de rappeler aux victimes que ce n'est jamais de leur faute. Et ça me semble important aussi d'appeler les femmes et les hommes à la solidarité. Une personne harcelée dans la rue doit savoir qu'elle peut trouver de l'aide autour d'elle. Montrez-lui qu'il ou elle n'est pas seul. Même si vous n'avez pas le temps d'intervenir tout de suite, assurez-vous après coup que cette personne va bien. Proposez-lui d'appeler un proche ou même de rapporter les faits à la police. Le harcèlement est un délit qui ne doit pas rester impuni. Agissons ensemble contre le harcèlement de rue. Tous concernés avec Stand Up. Agissons ensemble contre le harcèlement de rue. Témoins ou victimes, informez-vous sur standup-france.com. Alors, comment s'est construit ce partenariat ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, ce partenariat, donc, on se l'est dit, à la base, il y a une très belle cause. M6 est fier de s'engager. Les animateurs qui prêtent concours sont également fiers de s'engager.
Et derrière, c'est un véritable partenariat qui s'engage avec les équipes de L'Oréal. Donc c'est une équipe resserrée qui s'appelle quasiment tous les jours, voire plusieurs fois par jour, parce qu'il y a énormément d'allers-retours. Et on construit ensemble une série de programmes courts, donc chacun porté par des animateurs différents. Donc là, vous avez vu Ophélie Meunier, il y a Karine Guilloc, il y a Xavier Demoulin, plutôt axe journalistique sur la chaîne. On a également ces contenus qui se retrouvent en chaîne de marque. Et on a également des versions plus courtes qui tournent dans les écrans, et on a des versions radio, puisqu'il y a aussi la radio dans le groupe M6, et on a des versions radio, pareil, qui ont pour but de créer du trafic et de faire du bruit autour de cette campagne. Ça, c'est l'écosystème que l'on propose, et derrière, évidemment, c'est des sujets qui sont relayés dans le JT, puisque quand on parle de sujets comme cela, on peut se permettre d'en parler dans le JT. C'est une information extrêmement importante. Est-ce que vous avez eu des réactions éventuellement d'incompréhension ou peut-être d'abord la question à vous, Jérémy, et ensuite Roxane, est-ce qu'il y a eu une perception d'instrumentalisation d'une cause? Est-ce que vous avez traité ce sujet, je vais appeler un peu de dérisking ou éventuellement de crise? Est-ce que c'est un exercice sur lequel vous travaillez aussi? C'est très important sur ce genre de sujet sensible, c'est extrêmement important. Alors, il y a une grosse partie du travail qui est faite du côté de L'Oréal Paris, puisque vous l'avez compris, tout est très bien travaillé en amont avec des ONG et des organismes qui ont très bien travaillé leur sujet, une méthode des 5D qui est pour le coup extrêmement claire. Donc il y a une grosse partie du travail qui est faite côté L'Oréal. Après, c'est avec nous, on va mettre un gros coup de projecteur sur la campagne. Donc forcément, on s'expose à ce qu'on puisse ne pas être d'accord avec cette campagne ou la récupération qui en est faite. Encore une fois, gros travail fait du côté de L'Oréal, c'est qu'ils ont su être discrets. Il y a des annonceurs qui, lorsqu'ils s'associent à des campagne comme celle-ci va être absolument vue. La priorité pour L'Oréal, c'était que le message passe, et ce n'était pas forcément d'être vu et d'être mis en avant. Donc pareil, ça c'est des choses qui limitent les risques. Et puis après, sur un exercice plutôt de production, on se met dans la peau de gens extrêmement mal intentionnés au moment où on rédige les spots, et on se dit, voilà, qu'est-ce qui peut être mal interprété, qu'est-ce qui peut être retenu contre nous, et on se fait plusieurs sessions de vérification sur ces sujets négatifs pour éviter le bad buzz et pour passer à côté de toutes ces choses qui peuvent arriver sur des campagnes lorsqu'elles sont mal préparées. Merci. Roxane, peut-être un témoignage sur ce sujet, une marque comme L'Oréal Paris, vraiment une marque plutôt grand public, mais plutôt du luxe dans le domaine de la cosmétique. Est-ce que ça a été, est-ce que vous avez eu des gens qui n'ont pas compris? Alors évidemment, c'est des choses qu'on anticipe. Ces 2 ans de travail avant la campagne servent aussi à ça, à identifier quels peuvent être les freins. Et c'est vrai qu'il y a eu dans les études qu'on a pu faire des questions qui ont été posées qui nous ont permis d'anticiper justement ces freins et d'y répondre. Et c'est vrai que le fait d'être discret dans tous les assets qu'on a pu produire, y compris ceux avec M6, ça a été aussi la clé pour anticiper ce type de problème. Donc on n'a pas eu de problème de ce type sur la campagne, mais tout vient en fait de ce travail qu'on a pu faire en amont, et aussi avec les ONG et associations et la Fondation des femmes qui ont pu aussi avoir ce rôle de conseil auprès de nous. Je pense qu'un point aussi, et finalement un point commun entre ces deux campagnes, c'est la volonté de donner aussi des clés pour agir, puisque avec ce partenariat et ce travail sur une méthode, vous avez, au-delà de donner ces conseils qu'on voit bien dans le film, ensuite c'est relayé avec des conseils très concrets. Donc je pense qu'il y a vraiment dans vos campagnes quelque chose d'extrêmement intéressant et pro durable. En fait, c'est à la fois l'environnement, mais c'est aussi beaucoup le social et sociétal. Donc je pense qu'on est vraiment là dans des très beaux exemples d'engagement de marques et d'entreprises sur ces sujets. Merci beaucoup. On va passer du coup... on parlait d'éditorial et d'équipes qui sont très impliquées. Donc, je vais me tourner vers Julien Smadja, qui est, lui, en charge des activités digitales liées aux antennes M6. Donc, par rapport à tous ces enjeux sociaux, environnementaux, sociétaux, quelle est la réponse d'M6, justement? Est-ce que vous pourriez nous parler un peu d'initiatives éditoriales que vous avez mises en œuvre? Tout à fait. La première réponse éditoriale, la première réponse que peut faire un groupe média comme M6 sur ces questions-là, c'est bien sûr la réponse avec notre programmation, nos contenus. Donc le groupe M6 a été très volontaire sur ces sujets depuis longtemps, mais 2020 a été un peu une année charnière pour nous parce qu'on a fait 2 gros dispositifs cette année en termes de programmation et de contenu sur 2020, et pour répondre surtout aux défis écologiques et à la responsabilité environnementale. C'est la semaine green qu'on a fait donc début janvier, fin janvier 2020, qui
mettait près de 60 heures de programme sur tous nos supports, à la fois radio, télé, le digital, dédiés à ces sujets, à cet enjeu sur l'environnement. 60 heures de programme dans une grille, c'est très important. Et ça a réuni au fil de la semaine près de 30 millions de personnes qui ont été en contact avec ce dispositif. Donc on a vraiment mis toutes nos marques pour que ce dispositif prenne de l'ampleur, que ce soit Capital, que ce soit Turbo, que ce soit E = M6, Maison à vendre, que ce soit la matinale d'RTL, et que ce soit sur Sisplay, ça j'en parlerai tout à l'heure un petit peu plus, mais voilà, on a mis vraiment toutes nos marques et nos médias en branle pour ce sujet. Et ce qui est intéressant, c'est l'impact que ça a eu. L'impact que ça a eu, c'est 8 Français sur 10 à la suite de dispositifs qui étaient prêts à changer de comportement de consommation, et c'était un taux de notoriété du dispositif de près de 70% sur la cible jeune. On dit souvent qu'il y a un décalage entre la télé et la cible jeune. Là, on voit quand on parle de sujets qui les concernent, la télé a encore un impact très très fort, la radio aussi, le digital, mais bien sûr la télé en premier. Et sur le digital, pour parler un peu de ma paroisse, parce que je m'occupe de Sisplay notamment, on a suivi le dispositif avec des contenus inédits qu'on allait chercher. Donc là, on en voit un petit peu, on allait chercher des documentaires majeurs de ces 15-20 dernières années sur les thématiques, parce qu'on pensait vraiment que prendre un pas de recul avec ces documentaires pouvait vraiment aider l'utilisateur de la plateforme à comprendre l'enjeu. Donc on allait chercher Human, de Yann Arthus Bertrand, Vue du ciel, Une vérité qui dérange, qui est sur un scénario d'Al Gore. Et ce qu'on a fait, c'est aussi, on a produit un spin-off de Capital, qui s'appelle Capital Solutions, où sur 8 épisodes, Julien Courbet va rencontrer des acteurs du changement, des gens qui construisent des entreprises, qui favorisent tous les modes de consommation durables et raisonnés. Donc c'est typiquement, on a rencontré le patron de Phoenix, qui est cette start-up qui lutte contre le gaspillage alimentaire, etc. Donc ce dispositif sur la plateforme a eu un succès aussi également, avec près d'1 million de personnes qui sont venues voir ces contenus-là. Et pour Sisplay, c'est vraiment un gros succès. Donc la première réponse a été éditoriale. Voilà. Oui, on voit donc la réponse a été éditoriale et le public a été là très présent. Sur le digital, si justement vous faites un peu un focus sur le digital, et après ce qui nous intéresserait aussi, c'est de vous creusiez la réaction du public au-delà de son adhésion. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages sur le digital? Souvent, on peut avoir des réactions plus qualitatives. Donc, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, sur le digital, déjà, la réponse éditoriale et la réponse dans publicité et régie de notre campagne, elle est maintenant face aux défis climatique et au-delà, un peu trop partiel quand on a un média comme M6. Il faut qu'on s'engage plus. Donc déjà, il faut qu'on aille sur notre cœur de métier qui est la diffusion, le média, l'impact et l'empreinte carbone de nos médias. Juste pour vous donner une idée, c'est quelque chose qu'on pointe du doigt depuis quelques mois et quelques années, c'est la pollution digitale. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, le streaming, quand vous regardez 90 minutes de vidéo en streaming, c'est comme si vous parcouriez à peu près 40 km en voiture à essence. À ce rythme-là, Netflix, c'est à peu près la pollution du Chili sur un an. Donc voilà, donc aujourd'hui, le digital qui est au cœur de notre métier pollue, a une empreinte, et il faut qu'en tant qu'acteur qui veut changer le mode de comportement, on doit agir en ce sens-là. Donc sur le digital, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte deux réponses. C'est une réponse technologique et une réponse produit expérience utilisateur. Sur la réponse technologique, Sisplay, via sa filiale technologique Bedrock, travaille sur un socle technologique qui est optimisé pour réduire son empreinte carbone sans avoir aucun impact pour le client final et sur l'expérience utilisateur. Et très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos développeurs travaillent sur des fonctionnalités invisibles sur l'interface, comme par exemple, quand vous changez d'onglet, on baisse la qualité de la vidéo dans le player pour limiter l'impact carbone. Par exemple, on a passé tous nos formats photos en format web.p qui diminue de 30% le poids des images. Donc sur une base photo comme Sisplay, avec plusieurs milliers d'heures de programme, etc., c'est beaucoup d'impact sur la consommation de la plateforme. On a obligé les développeurs à coder de façon un peu maligne pour qu'ils fassent le moins d'appels possible aux API et aux données pour toute la personnalisation. Voilà, ça c'est très concret. L'utilisateur ne voit aucune différence sur la plateforme et ça a une empreinte beaucoup plus faible pour la plateforme. Est-ce que justement vous le mesurez? Est-ce que vous avez défini des objectifs là-dessus, ou pour l'instant vous avez cherché un peu tout azimut à voir comment vous pouvez réduire vos impacts? C'est un territoire très neuf sur lequel on essaye d'être pas mal accompagné par des experts sur le sujet. Donc on va entamer des audits aujourd'hui sur le sujet pour auditer notre plateforme, nos médias et se fixer des objectifs très concrets. Alors typiquement, voilà,
les poids des images, c'était très concret. 30% de poids, on sait exactement ce que ça fait. La baisse du player, de la qualité du player quand on change d'onglet, ça aussi. Ensuite, voilà, les appels d'API, c'est plus compliqué à mesurer. Et dans le choix de partenaires aussi, tout se passe pas chez nous, donc on doit auditer nos partenaires aussi sur ces sujets-là. Et puis, quelque part, vous avez aussi le comportement de vos utilisateurs. Donc, est-ce que là, vous avez des réflexions pour voir comment leur donner un choix Tout à fait. Donc, la deuxième dimension, c'est vraiment une dimension produit. Et là, on travaille sur des chantiers qui vraiment de donner le choix à l'utilisateur sans contrainte, vraiment de façon optionnelle sur avoir une consommation de display beaucoup plus raisonnée. L'idée, c'est, pour revenir sur le nudge et le marketing social, c'est vraiment d'être dans un message positif de transformation du comportement par mimétisme. Donc on pense beaucoup à tout ce qui est compteur d'économie, compteur aussi collectif, pour montrer qu'on n'est pas seul devant son écran à faire un choix qui diminue la consommation, mais il y a bien tout un collectif derrière qui, ensemble, a un vrai impact sur le climat et sur l'empreinte carbone. Donc on travaille sur ces compteurs-là. On travaille bien sûr sur donc, des options de diminution de l'empreinte, typiquement l'arrêt de l'autoplay, quand une vidéo s'enchaîne directement après une autre vidéo alors que vous n'en avez pas forcément besoin. On travaille aussi sur l'identification du réseau Wi-Fi quand vous êtes en 4G, parce que c'est moins consommateur de carbone. On travaille également sur des blocs de recommandations où on appellerait quasiment pas de data, donc ce sera juste de la recommandation éditoriale plus que personnalisée sur certains blocs, pour éviter d'appeler les data centers de façon trop régulière. Donc, voilà. Et donc donner ce choix à l'utilisateur, quasiment option par option, pour avoir une consommation beaucoup plus raisonnée sur la plateforme. Voilà. C'est à peu près les grands enjeux aujourd'hui. Et en termes, bien sûr, donc, le but c'est d'accompagner tout un écosystème, un écosystème média et annonceurs, avec un média qui répond aussi aux enjeux des annonceurs aujourd'hui, qui, dans leur ADN, inscrivent le RSE au centre de leurs objectifs, donc doivent utiliser des médias qui aussi sont raisonnés. Donc l'important pour M6, c'est d'avoir une proposition pour ces annonceurs qui recherchent des médias raisonnés pour leur communication. C'est offrir un écran cohérent avec leur message. Et c'est bien sûr aussi une cible affinitaire qu'on pourrait offrir en data, bien sûr avec toutes ces personnes qui feraient l'option d'avoir ce mode de consommation pourraient être des segments à valeur pour tout. Donc voilà, le but c'est d'engager vraiment la transformation de la plateforme pour répondre à tous ces enjeux-là. Et en fait, on le voit au travers des exemples avec Engie, L'Oréal et ce dont vous venez vous parler. Vous êtes, je crois, la première plateforme régie à toucher non seulement les jeunes, mais les familles, les fameux millennials qu'on cherche. Et donc, il y a un pouvoir de changement de comportement et de proposition et d'exemplarité un peu non moralisatrice. Je pense que c'est un point très important, mais en réalité, il y a vraiment des impacts possibles. On parle dans d'autres conférences ici d'accélération et à la fois d'utilisateurs, de consommateurs, de citoyens qui veulent être engagés et de leur offrir cette possibilité d'engagement. Vous le ressentez, ça, aussi en interne, j'allais dire aussi, les équipes ? Alors, les équipes sont complètement derrière ce projet et même eux ont typiquement des plateformes de SVOD aujourd'hui proposent l'arrêt de l'autoplay. Et ça, dans mes équipes, ça a été identifié day one sur la plateforme. Donc, les équipes sont complètement engagées. Et l'important, c'est surtout de les accompagner. Et ça, je rejoins un peu Jérémy sur ce sujet, c'est-à-dire nous, on a tellement d'assets et d'actifs qui peut parler à tous les publics d'une famille, que ce soit nos incarnants, nos marques. L'idée, c'est vraiment d'utiliser ces assets-là pour transmettre un message d'une consommation plus raisonnée. Et donc, c'est alors je parlais du compteur, mais ça peut être aussi des vidéos d'explication pourquoi le streaming consomme. Donc, c'est les réseaux, l'appel au réseau, c'est les data centers, c'est l'énergie des terminaux mobiles, etc. Voilà, une Ophélie Meunier qui raconte ça a peut-être plus d'impact que Julien Smadja. Donc voilà, donc on va mettre à disposition tous ces assets-là pour la plateforme pour parler vraiment à toutes les générations qui utilisent la plateforme. Et vu qu'on a récemment racheté Gulli, on a toutes les générations maintenant sur Sisplay, vraiment. Donc voilà, le but c'est de parler à tout le monde. Merci. Il nous reste 5 minutes, un petit peu plus de 5 minutes. Donc ouvrir à la salle les questions, si vous avez des questions à poser aux différentes personnes de la table ronde. Donc
Alors, je crois qu'il y a une question au fond de la salle. Alors, je vous propose parce qu'on a essayé de faire marcher l'appli un peu plus tôt, on n'a pas réussi. Mais si vous parlez fort, on va vous entendre. Ce qui est sûr, c'est que sur l'offre, si on donne le choix à l'utilisateur d'avoir une consommation plus raisonnée, on lui poussera une offre de publicité complètement en adéquation avec cette offre. Donc on proposera, mais elles sont de plus en plus présentes en fait. C'est plus par exemple sur l'automobile, on voit que la part de voix donnée à la voiture électrique en publicité est beaucoup plus grosse que la réalité du marché. Donc en fait, sur la plateforme, on a énormément d'annonceurs qui proposent des publicités complètement en adéquation. Ensuite, effectivement, les publicités de SUV, par exemple, on évitera de les pousser aux gens qui ont fait le choix d'avoir une consommation plus raisonnée. On fera des choix dans le message. Et ensuite, je laisserai peut-être Jérémy parler dessus, sur l'écosystème plus global de la pub. On est un peu tous, pas tout seul, la régie. Il y a les agences, il y a les annonceurs, il y a les boîtes de prod qui produisent des spots. Et comment engager tout le monde dans cet écosystème. Nous, médias, on fait ce qu'on peut. La régie fait ce qu'il peut, et je vais te laisser répondre sur l'écosystème plus global de la régie pour essayer d'amener les annonceurs à avoir un traitement différent. Alors, déjà, parfait. Pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'il y a des possibilités qui existent en digital qui n'existent pas forcément sur les autres médias. C'est-à-dire que quand on a un contenu qui est adapté environnement, on peut cibler davantage sur le digital, là où en télé et en radio, les outils qui sont mis à notre disposition sont quand même beaucoup plus light et ne nous permettent pas de le faire, donc c'est du cas par cas. En tout cas, ce qui est certain, et pour revenir sur la question, quand un choix est fait aujourd'hui éditorialement de venir apporter du contenu engagé, c'est pas dans une idée de pouvoir se dire derrière on va pouvoir leur vendre à des annonceurs qui veulent s'associer à ça. La dynamique, elle est beaucoup plus vertueuse. Elle est d'abord sur une approche contenu, et ensuite il y a un deuxième temps qui est d'aller chercher des partenaires qui sont les plus enclins à exister autour de ces contenus-là. Et tenez-vous bien, si on avait la possibilité de mettre que des contenus qui apportent des marques, on mettrait Capital tout le temps, parce que les marques adorent être présentes autour de Capital, et c'est pas ce qu'on fait. En l'occurrence, on a une chaîne qui a la liberté éditoriale de pouvoir proposer les contenus qu'elle souhaite. Oui, une question ici, après là. Allez-y, monsieur. Deux questions. En fait, la première qui est en suivant pour Julien et Jérémy. Dans tout l'écosystème que vous mettez en place, est-ce que vous pensez aussi à une conception écologique des programmes en tant que tels, en tournage? Parce que c'est un peu la seule brique qui vous manque quand vous faites des opérations spéciales ou des programmes. Et la deuxième question serait pour Roxane, savoir si la RSE diffuse bien, notamment auprès de la communication publicitaire chez L'Oréal. On sait que vous êtes dans un secteur qui a beaucoup été décrié sur le manque de diversité des gens qui représentent, l'hypersexualisation des femmes, etc. Est-ce que vous arrivez à avoir un vrai dialogue et un vrai changement et à arriver à changer les choses en interne? Alors peut-être sur la production, rebondit sur la production des programmes, je vais avoir une réponse un peu de Normand, mais la première étape, c'est un audit de l'empreinte d'une production de programme. Et c'est tout l'objectif de notre audit, c'est auditer notre plateforme, mais c'est aussi auditer le média télé, qui est un média, on le sait, par rapport, parce qu'on a des études de la BBC, le média télé, notamment TNT, est 5 à 6 fois moins polluant que le streaming, l'IPTV ou le câble. Donc on est plutôt bien placé avec le média traditionnel télé. Mais c'est d'auditer très largement toute notre activité et la production de programmes en plus. On sait que produire plus responsable, c'est un surcoût. On sait que produire plus responsable en temps que Covid,
c'est un double surcoût. Donc on fait étape par étape. Là, on pense à nos médias et l'audit va nous permettre de savoir si on a une vraie poche de valeur en termes d'empreinte carbone via nos prods. On aura sûrement. Mais il faut engager, encore une fois, là, c'est pas l'écosystème pub, mais l'écosystème programme, d'engager nos producteurs dans ce choix-là. Et c'est quelque chose en partenariat et c'est un peu plus compliqué que juste gérer nos médias, quoi. Mais on y est. Sur la partie purement publicitaire et création de contenu publicitaire, évidemment, quand on travaille avec des marques comme Engie ou comme L'Oréal, on ne peut pas juste se dire on fait passer un beau message et derrière dans la prod on fait n'importe quoi. Le sujet, c'est pas celui-ci. Alors il y a des agences qui accompagnent déjà pour conseiller. Il y a également toute une nouvelle génération, et ça c'est hyper important au niveau des équipes, une nouvelle génération hyper impliquée. Vous savez, une prod, c'est fait de plein de petites choses au quotidien, sur la commande de taxi, etc. etc. Et ça, c'est toute une nouvelle génération qui a en tout cas de nouveaux réflexes qui permettent au jour le jour de s'améliorer et d'éviter peut-être qui pouvait se faire il y a quelques années, et ça c'est extrêmement important au quotidien. Et derrière, concernant la production publicitaire, il y a un vrai sujet, et ça nous tient à cœur, c'est de se dire, quand on crée des spots publicitaires, on pourrait en créer à l'infini. C'est-à-dire qu'on pourrait créer, tous les mois, on pourrait faire des nouvelles campagnes pour dire de nouvelles choses. Ce qu'on s'efforce à faire côté M6 Publicité, c'est de se dire, alors déjà, on a la chance de pouvoir avoir une équipe de production qui est capable d'opérer en télé, en digital, en radio, puisque c'est des médias que l'on opère, et on essaie la plupart du temps de penser nos contenus de sorte à ce qu'ils puissent être enregistrés en une seule fois pour opérer sur l'ensemble des médias et ne pas créer 4 tournages pour 4 médias différents. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, le deuxième point, c'est d'essayer de penser ces spots réutilisables. C'est-à-dire qu'un spot, il peut avoir plusieurs vies. Il peut être utilisé dans le cadre d'une campagne, et puis on change la baseline avec des moyens de production très light, de sorte à ce qu'il puisse avoir une deuxième vie. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on systématise, parce qu'au final, la prod la plus écologique que vous ferez, c'est celle que vous ne ferez pas. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête, en l'occurrence quand on travaille dans la publicité et avec des acteurs comme Engie et L'Oréal. Roxane, la réponse assez rapidement, mais je pense qu'elle est importante sur la cohérence des messages. Et puis ensuite, on prendra une question et on devra s'arrêter là, je suis désolée, et peut-être ensuite de discuter, puisqu'il y a une autre conférence à laquelle on doit aller. Voilà. Alors nous, ce qui est très important quand on est une marque comme L'Oréal Paris, pour nous, c'est de communiquer sur la confiance en soi et qui est aussi vecteur d'émancipation. Et c'est vrai que, par exemple, notre slogan, qui est « Parce que je le vaux bien », qui a été aussi pas mal galvaudé par le passé, c'est à la base d'une démarche aussi émancipatrice, puisque quand il a été créé en 1973, c'était la première fois qu'une femme prenait la parole elle-même à la télévision et qu'elle parlait des attributs, en fait, du produit au-delà de ses attributs fonctionnels, et qui revendiquait avoir le droit de s'acheter un produit de qualité en toute indépendance. Donc ça, c'était la genèse de « Parce que je le vaux bien ». Et c'est vrai qu'au fil des années, on avance en tant que marque. Et ces dernières années, L'Oréal Paris a fait un gros travail justement sur la diversité. Ça passe évidemment par les égéries, puisqu'on a des égéries qui sont très jeunes, on a des égéries qui sont plus âgées, comme une Jane Fonda par exemple. On a aussi de la diversité au niveau des origines, et c'est quelque chose qui nous tient à cœur en tant que marque. Et c'est vrai que le sujet du harcèlement de rue, c'est aussi un sujet qui fait écho à cette vocation de confiance en soi, parce que en fait, le harcèlement de rue va venir très souvent casser la confiance en soi qu'une femme peut avoir. Et donc, on trouve que c'est un message qui est assez fort pour une marque L'Oréal Paris de s'attaquer à ce sujet. Et c'est ce que disait d'ailleurs Ophélie Meunier, c'est que les victimes de harcèlement de rue sont très fortes pour se culpabiliser, se dire en fait, j'aurais pas dû porter cette jupe, porter ce maquillage, je l'ai un peu cherché. Et en fait, en tant que L'Oréal Paris, aller sur ce terrain-là, ça nous semblait du coup très cohérent. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Merci. On va prendre une toute dernière question. Merci beaucoup pour ce temps. Ma question tourne à peu près autour du même sujet. Elle était du coup pour les deux annonceurs présents. En tant qu'annonceur aussi, je me pose cette question. Si on veut faire une communication qui dit à nos clients de faire mieux, comment est-ce qu'on se prémunit qu'ils ne nous demandent pas de balayer devant notre porte d'abord? On ne prémunit pas en fait. On le fait et on l'intègre. C'est-à-dire qu'on est tous, je pense, dans cette démarche de se dire... on est tous loin de la perfection. En revanche, ce qui compte maintenant, c'est quel chemin on fait, quelle direction on prend et à quelle vitesse on va. Donc on ne s'en prémunit pas, on le fait en même temps, en reconnaissant là où on n'est pas bon et en travaillant dessus. Donc ça, c'est des programmes qui sont engagés, je pense, dans beaucoup d'entreprises maintenant. Et de toute façon, on est dans une ère où la transparence est telle et où tout se sait tellement vite que, en tous les cas, moi, je pars du
principe qu'il faut absolument reconnaître là où on n'est pas parfait et travailler dessus plutôt que d'essayer de le cacher, ça ne marche plus. Donc voilà, on assume qu'on n'est pas parfait, en revanche on sait ce sur quoi on doit travailler et on essaie de travailler mieux, plus efficacement et plus rapidement et avec le soutien de toutes les équipes sur ces sujets-là en plus. Donc ça avance, je trouve. Je suis d'accord, et nous, pour l'Oral Paris en tout cas, ce qui a été hyper important avant de communiquer auprès du grand public sur ce sujet-là, ça a été de former toutes nos équipes. Et puis ce qui a été très intéressant de voir, c'est que ça n'a pas été vécu comme une formation obligatoire, et on a eu beaucoup de témoignages hyper intéressants et de personnes qui nous ont aidés à travailler justement sur le contenu de la formation, et aussi beaucoup de personnes qui ont décidé en fait volontairement de venir, de prendre de leur temps personnel pour nous aider en fait au moment du lancement, puisqu'on allait dans les gares d'Île-de-France pour faire la formation justement auprès du public des gares, et on a beaucoup de personnes nous en interne qui sont venues nous aider, et je pense que c'est important aussi quand on est une marque et qu'on veut s'engager d'avoir justement cette fédération des équipes, parce que ça humanise beaucoup l'engagement et ça démontre un engagement qui est sincère. Merci beaucoup, merci pour ces témoignages et ces engagements dont on a tous besoin, et bonne soirée à tous.